Ce mardi 11 février 1997, on est au dernier jour du carnaval du Portel. Ça dure 3 jours et c'est vraiment une tradition à laquelle les habitants ont l'habitude de participer. Le carnaval du Portel, c'est un carnaval comme il y en a beaucoup dans la région à cette époque-là, entre février et mars. Et là, c'en est un qui va du Portel jusqu'à Équien-Plage, donc sur plusieurs kilomètres le long de la côte d'Opale, avec des gens qui sortent le soir en particulier, déguisés, qui font la fête, qui vont de bar en bar, qui vont de balle en balle, et qui s'amusent beaucoup, qui boivent beaucoup aussi. Il y a un parcours où tout le monde se bras dessus, bras dessous. On peut chanter, siffler, faire du clairon, avec n'importe qui. Tout le monde s'amuse. Et tout ça, c'est jusqu'au matin. Et souvent, les gens font la navette entre les deux villes. Ils font du stop, c'est vraiment bon enfant. La tradition, c'est que tous les carnavaleux se rendent à Équien. Il y a la tradition du brûler. On brûle une espèce de géant de paille sur la plage d'Équien. Amélie et Peggy sont de la région, donc elles connaissent ce carnaval qu'elles font tous les ans. Amélie, elle a 17 ans. Peggy, Peggy, tout juste 20 ans. C'est 2 sœurs qui rejoignent 2 sœurs. Elles sont amies. Elles se sont connues à l'école. Isabelle et Audrey, elles ont 16, 20 ans. Ils connaissent pas, elles, le carnaval puisqu'elles sont arrivées dans la région il y a seulement quelques mois. Et justement, Peggy et Amélie, j'étais fier de leur montrer ce que c'était le carnaval. Faut imaginer ce que c'est 4 jeunes filles qui se sont préparées toute la journée, maquillées, habillées, et qui s'apprêtent à faire la fête. C'est un habit qu'elles avaient confectionné toute l'année pour le faire chacune, parce que c'était leur vrai premier carnaval ensemble. Et Peggy, c'était une robe de marquise, c'était en bleu. Amélie, c'était un Pierrot. Isabelle, elle est déguisée en indienne, avec une jupe à franges, et Audrey, et elle déguisée en mousquetaire rouge. Et donc Peggy, en quittant le domicile familial, va dire à sa maman, « Maman, ça sera mon plus beau carnaval ». Au petit matin, donc de ce 12 février 1997, Marie-Josée Merlin, donc la maman de Peggy et Amélie, attend ses filles et leurs 2 copines pour partager le petit déjeuner. Ma mère était surprise au brûlé de pas voir ses filles. Elle restait toute la matinée sur la plage, à scruter les moindres personnes, les moindres même amis de mes sœurs. T'as pas vu Peggy, t'as pas vu Audrey ou Isabelle? Non, on a Merlin, personne. Elle finit par appeler Madame Lamotte, la maman adoptive d'Audrey et Isabelle Ruffin, en disant est-ce qu'elles vous ont appelé? Est-ce qu'elles ne seraient pas rentrées chez vous? Mais Madame Lamotte n'a eu aucune nouvelle. Toute la journée, elles appellent les copains, les copines pour savoir si elles les ont vues, si par hasard elles ont dormi chez l'un d'entre eux. Personne n'a eu de nouvelles d'elles. Et donc les 2 mamans se rendent au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer. Les policiers locaux connaissent parfaitement les traditions du carnaval, le fait que c'est un moment festif et que 4 jeunes filles qui sont parties ensemble fait qu'il est difficile d'imaginer le pire. Ça n'est pas considéré dans un premier temps comme une disparition inquiétante compte tenu de leur âge. Le commissariat, dans un premier temps, enregistre cette déclaration et inscrit au fichier des personnes recherchées les 2 mineurs comme mineurs en fugue. À Boulogne, le commissariat, c'est normal, ils ont voulu rassurer ma mère. Ma mère, elle a senti tout de suite que il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ça paraît très curieux parce que les mères sont très crédibles quand elles disent que c'est pas possible que nos filles ont fugué, que c'est pas du tout leur genre, que ce sont des jeunes filles plutôt sérieuses, qui aiment bien certes faire la fête, mais qui sont tellement aimantes en même temps qu'il semble peu probable qu'elles aient fugué sans prévenir. Elles n'ont aucun conflit avec leurs filles. Leurs filles sont parfaitement intégrées dans leur vie scolaire, elles n'ont pas de petits copains. Il n'y a rien d'inquiétant dans leur quotidien. On était soudés, il y avait ma mère, moi, il n'y avait pas de tabou à la maison. On parlait de tout, même des problèmes. Si jamais une colère, on se disait tout. Laure Lamotte, de la même manière, sait que ses filles sont des filles sérieuses. Il n'y a pas d'antécédents de fugue.
Donc elles savent qu'il est arrivé quelque chose. C'est impossible autrement. Elles auraient appelé. Chaque jour qui passait sans elle nous faisait que nous alerter, que nous dire il y a vraiment un problème. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Comme la police n'entend pas le désespoir de ces deux mamans, la famille et les amis se regroupent et déjà sillonnent les plages, fouillent les blocos, interrogent les bistrots, les gens, etc. Ils font des fouilles qui auraient dû être organisées par la police. Chacun cherchait de son côté, bouche à oreille. T'as pas vu Peggy? Ben oui, je l'ai vu, c'était bien. À samedi, on a même chanté ensemble, on a bu un verre ensemble. Et oui, on devait se revoir au brûlé. Ils fouillent pendant des heures, jour, nuit, ils se relaient, mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Il y a vraiment une mobilisation populaire, pas de la police, des citoyens. Parce que la police, il y avait que dalle, la police. On avait beau téléphoner tous les jours. Pour eux, c'était la fugue, la fugue, la fugue. Les proches et les amis vont faire la tournée des bars pour essayer de recueillir des témoignages, savoir si on a vu les filles, etc. Et l'un de ces bars a affiché des photos de cette nuit de carnaval. Et parmi les photos, il y a l'une des 4 jeunes filles, Audrey, dans son habit de mousquetaire, rouge. Un café où est-ce que tout le monde s'amuse et ben là, tout le monde les a vus en pleine joie, s'amuser, danser. Et il y aura même une petite vidéo. Donc on sait qu'elles ont fait carnaval. Si elles avaient fugué aussi, elles n'auraient pas commencé par faire carnaval, elles seraient parties directement je ne sais où. C'est le dernier endroit qu'on les a vus, c'était vers les 1h du matin, dans ces eaux-là. Et elles avaient rendez-vous à Équien, à 2 km du café, avec d'autres amis pour se retrouver et finir la nuit, la soirée ensemble. Donc elles se sont volatilisées entre le Portel et Équien. Alors, au bout de 2 jours de disparition, on placarde des affichettes sur lesquelles on voit les 4 photos des jeunes filles disparues la nuit du carnaval. Madame Lamotte va recevoir un coup de téléphone d'un monsieur qui souhaite rester anonyme et qui va expliquer que ce soir-là, au Portel, il était dans une espèce de jardin public avec sa petite amie et il s'est senti épié par 2 individus qui n'étaient pas déguisés, donc 2 hommes à l'allure un petit peu louche qui les observaient et qui sont montés dans une camionnette. Et donc ils décident de ne pas rester là. Ça les inquiète suffisamment pour ne pas rester là. Ils se lèvent, et ils commencent à partir. Et là, la camionnette part à toute vitesse, comme si elle avait été elle-même repérée. Et en regardant partir ces camionnettes, le jeune couple s'aperçoit que la plaque d'immatriculation est une immatriculation dans le Nord, donc qui est le département voisin, qui n'est pas le département du Pas-de-Calais où se déroule la scène. La famille sent bien qu'il se passe quelque chose avec cette camionnette. Pour autant, ils sont toujours pas pris au sérieux par la police. Ils ont bien compris que c'était pas vers eux qu'il fallait se tourner s'ils voulaient avoir de l'aide. En désespoir de cause, ils finissent par se rendre à la Voie du Nord. L'affaire va prendre une dimension nationale. On se rend compte qu'effectivement, ces 4 jeunes filles-là n'ont pas fugué. C'est une disparition inquiétante. On est dans un contexte, en plus, où on n'est pas loin de la frontière belge, donc on est à l'époque de l'affaire Dutroux, et donc tout le monde a ça en tête. C'est pas des fugueurs. Ils n'ont pas le tempérament à fuguer et donc c'est pas une fugue. Moi, je suis formée là-dessus, c'est pas une fugue. Nos enfants ont bel et bien été enlevés. Et là, branle-bas de combat, on dessaisit le commissariat de Boulogne et c'est la police judiciaire de Lille qui va immédiatement être saisie de l'enquête. Comme la justice met du temps à considérer la disparition comme inquiétante, la famille et les amis des 4 jeunes filles disparues mènent une enquête plutôt efficace. Alain, est-ce que c'est fréquent? Alors de plus en plus. D'abord pour meubler l'attente, pour être sûr de faire quelque chose, pour ne pas être juste dépendant de la lenteur ou du manque d'information qui est l'élément le plus important du secret de l'instruction. Beaucoup de familles utilisent les ressources de l'Internet, de la généalogie, des détectives privés, des agents privés de recherche pour mener leurs propres investigations et poussent régulièrement à reprendre les investigations, à s'informer sur l'état de l'enquête, à pousser à ce qu'elle soit reprise car les policiers souvent sont submergés par les affaires et quand elles n'avancent pas assez vite, les laissent un peu de côté. Parmi les toutes dernières affaires résolues, on peut citer l'affaire Bonfanti, une jeune femme disparue en 1986 et où seule la détermination de la famille, poussant d'un côté les journalistes et de l'autre les enquêteurs, a permis sa résolution en 2022.
incluant les aveux du principal accusé. 6 jours après la disparition des 4 jeunes filles, Romuald Muller, le chef de la brigade criminelle de Lille, arrive à Boulogne-sur-Mer. Commence alors une enquête rigoureuse avec des policiers chevronnés. Le temps nous est compté. Notre but dans une disparition, c'est de retrouver les victimes vivantes. Donc on sait que plus le temps passe et plus le risque est grand. Il nous faudra faire des recherches en ADN et donc on va toujours au domicile pour prélever la brosse à dents, la brosse à cheveux, enfin tout un tas d'éléments. Le second pan, c'est la reconstitution de la soirée et chercher ce qu'on appelle dans notre enquête le point de rupture. À quel moment il s'est passé quelque chose qui fait que leur soirée aurait basculé. On diffuse un numéro vert, on le diffuse par voie de radio, il est diffusé dès le lendemain par voie de presse. Et on reçoit donc 60 témoignages de personnes qui nous disent les avoir vues vivantes après les faits. Alors effectivement, on donne des signalements un peu partout en France de la présence des jeunes filles. Nous recevons un appel d'un fonctionnaire de police de Nice qui nous signale les avoir vus sur la promenade des Anglais et qui est sûr de lui. Des vérifications vont être effectuées par la police judiciaire de Nice. Et puis, il y a un autre témoignage aussi important, une caissière au restaurant Flunch, qui dit les avoir vus à Noyelles-Godault. On est dans la région, c'est près d'Hénin-Beaumont, on est à quelques kilomètres seulement du Portel. Elle dit les avoir vus, en tout cas l'une d'entre elles, elle est sûre de l'avoir vu payer. On va faire une recherche et parmi ses clients, on va retrouver une femme qui va venir nous confirmer la présence de ces 4 jeunes filles. En tout cas, c'est ce qui va entraîner le procureur de la République, Gérald Le Signe, à dire lors d'une conférence de presse il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. Elles sont sur la route du retour. Nous avons recueilli au cours de ces dernières heures quelques indications plus favorables qui laissent à penser que malheur ne leur est pas arrivé. On a envie d'y croire, mais ça dure 10 secondes. C'est 10 secondes d'espoir, mais après c'est tout. Après la réalité, elle nous ramène, non, c'est pas possible. Soit Peggy ou Amélie ou Audrey ou Isabelle, elles auraient prévenu leur mère. Elles n'y ont jamais cru. Elles n'ont eu de cesse que de dire au procureur, à la presse, c'est impossible. Et elles le disent au procureur, mais enfin on ne disparaît pas en habit de carnaval, sans vêtements de rechange, c'est des jeunes filles. On ne disparaît pas avec 50 francs en poche. On ne disparaît pas quand on n'a aucune raison de disparaître. Tout ce qu'elles espèrent, c'est qu'elles ne soient que kidnappées. C'est tout ce qu'elles espèrent. Qu'elles reviennent parce que c'est pas vivable et puis on s'aimait trop pour qu'on soit séparés comme ça. Qu'elles reviennent. Maman elle est là, maman elle vient. Maman elle vous attend. Je reçois les enquêteurs, le commissaire Muller, monsieur Gosselin. Donc ils m'exposent ce qu'ils ont comme éléments, ils m'exposent que toutes les pistes qui ont été explorées de témoins qui les auraient vus à Noyelles-Godault ou dans d'autres régions de France n'ont rien donné. Qu'il y a des témoignages qui font état peut-être d'un fourgon qui aurait été aperçu sur les lieux du carnaval faisant des allers-retours et qu'ils vont explorer cette piste. On nous signale dès le début de l'enquête la présence d'un fourgon sur les festivités du carnaval. On nous donne une plaque minéralogique qui va s'avérer être très mal relevée. Une camionnette beige avec des bandes vertes zébrées sur le flanc et une immatriculation dans le département du Nord. La gendarmerie d'Étaples nous signale on a un fourgon qui est susceptible de correspondre à ce que vous avez diffusé et il nous donne une immatriculation de mémoire 75-54 PN 59. Et on identifie le propriétaire le mardi soir et ce propriétaire, c'est Jean-Michel Jourdain. Il m'appelle, il est 23h. 23h, il me dit on a remonté la piste du fourgon. Apparemment, il a été racheté par un dénommé Jean-Michel Jourdain, 35 ans, qui a des antécédents de meurtre et de viol. Son frère Jean-Louis Jourdain, 38 ans, il a déjà 4 condamnations à son casier judiciaire, notamment pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Donc on voudrait taper, entre guillemets, demain matin, aller les interpeller à 6h. Et donc je leur dis, allez-y, c'est bon, vous me tenez au courant à 6h. Au moment de l'interpellation, les collègues s'aperçoivent qu'une camionnette est stationnée sur le terrain. Cette camionnette a été repeinte à gros coups de pinceau.
Et puis on voit les pots de peinture à côté, ils sont vraiment tout près, on voit que ça vient d'être fait. C'est la première fois que je vais voir Jean-Michel Jourdain et au moment de lui passer les menottes, je m'aperçois que le premier cran déjà le serre énormément. Il a des poignets et des mains qui sont vraiment impressionnantes. C'est un individu extrêmement costaud et qui, dès le départ, nous regarde, nous toise, nous regarde de manière arrogante. Son frère, Jean-Louis, est plus petit, plus râblé. Il a un problème de strabisme, il porte des lunettes. Il a souvent la tête baissée en regardant un petit peu en coin. Donc ça ne donne pas le même sentiment d'agressivité que Jean-Michel. Mais malgré tout, quand même, présente un physique assez imposant aussi. Alors, de manière triviale, je dirais, ça sent pas bon, quoi. Nous, ces frères Jourdain, on les connaît pas particulièrement. Moi, je retrouve à l'époque le dossier des experts psychiatres de leur procès aux assises. Et ce que je lis dans ce dossier des experts psychiatres fait froid dans le dos, quoi. Il y a des choses du style Jean-Louis, qui est le frère aîné, ne sait pas faire la différence entre un viol et une relation amoureuse. La femme n'est pas considérée comme un être humain. Il y a un tas de choses comme ça qui montrent le travers psychologique de ces deux personnages. Il n'y a aucune empathie humaine, c'est-à-dire que la violence fait partie de leur vie depuis qu'ils sont tout petits. La famille Jourdain est une famille de ferrailleurs qui habite à Dannes, dans le taudis qui leur sert de maison. On est dans un contexte de misère sociale et intellectuelle. Aucun des enfants n'est allé à l'école. Les frères Jourdain sont analphabètes. Louis, le père, est alcoolique, violent. Les parents, c'est très compliqué. Mère incestueuse, père alcoolique, tout pour constituer un bon départ dans la vie. C'est totalement le quart-monde, ils sont assez déstructurés. Les trois frères commettent des faits d'attentat à la pudeur, de violence sexuelle, de viol, agression sexuelle. Ils vivent à 9 dans cette espèce de baraquement. Il y a des animaux, il y a un bébé à naître. Et je me souviens être allé dans ce repère de Dannes, un semblant de maison, quoi, une espèce de bidonville unique au milieu d'un terrain vague. Et c'est une image hallucinante, c'est-à-dire qu'il y a un bordel de ferrailleurs innommable, avec des vélos, des mobylettes, des machines à laver, des matelas, enfin tout mélangé, etc. Des animaux qui se baladent au milieu de ça, des gamins qui courent au milieu de tout ça. Et je vois la mère, Jeanne, et la vision de cette femme sans âge, et avec une serpillière autour de la jambe, autour du mollet, une serpillière pleine de sang, parce que elle s'est servie de sa serpillière comme d'un pansement, parce qu'elle s'est visiblement blessée à la jambe. Donc, si vous voulez, vous avez un contexte quand même assez difficile, assez curieux et assez inquiétant. Ils terrorisent réellement leur environnement. Et dès qu'ils ont affaire à quelqu'un de Dannes qui leur oppose une quelconque résistance ou qui se plaint de leur agissement, ce sont des menaces. Il faut avoir vu le Jean-Michel Jourdain pour savoir que lorsqu'il menace quelqu'un, on n'a pas envie de poursuivre la conversation. Son frère, c'est pareil, dans le village, il a une sorte de cagoule la nuit et il va regarder dans les fenêtres des gens. On apprend tout ça. Alors là, waouh, ça fait... On tombe des nues. Ce qui nous inquiète beaucoup plus, un grand terrain et des zones du terrain qui ont été, on voit de la terre fraîchement retournée, on voit des croix où ils nous disent qu'ils ont enterré des animaux. Honnêtement, ça fait un petit peu froid dans le dos. On a le fourgon qui a été vu sur les festivités du carnaval. Et on a la disparition de 4 jeunes filles. Et quand on voit le pédigré de Jean-Michel et de Jean-Louis, on ne peut que faire le lien entre les deux. Mais pour autant, on n'a pas d'éléments qui viennent les impliquer directement. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là. Maintenant, il faut qu'on avance sur les gardes à vue. L'enjeu de la garde à vue, il est primordial. C'est est-ce qu'elles sont séquestrées et vivantes? Est-ce qu'elles sont mortes? Donc c'est d'aller le plus vite possible pour les retrouver. Donc c'est une course contre la montre pour les enquêteurs. Ils vont, l'un et l'autre, nous dire qu'ils ne sont pas allés au carnaval et ils vont nous réciter, il n'y a pas d'autre mot, le programme télé de 10 jours auparavant. Ce qui, naturellement, pour eux, dans leur esprit, constitue un alibi et pour nous, constitue un quasiment aveu de culpabilité. Ils connaissent très bien les rouages de la justice puisqu'ils ont été placés en garde à vue plusieurs fois. Donc ils savent très bien et il ne faut pas commencer à parler. Donc il ne faut pas mettre le petit doigt dans l'engrenage. On a 48 heures de garde à vue.
Et très vite, on va se rendre compte que on a en face de nous les auteurs probables, mais que si on n'a pas de leur part des aveux pour retrouver les victimes, on les retrouvera jamais. Les frères Jourdain sont placés en garde à vue. Les enquêteurs ont 48 heures pour obtenir des aveux et retrouver les 4 jeunes filles, si elles sont encore vivantes. Jean-Michel Jourdain garde le comportement qu'il a eu au moment de l'interpellation. Il nous toise, il nous regarde de haut, il va même nous dire à un moment « je leur ai rien fait à ces femelles ». Un roc imperturbable et extrêmement froid. Vous avez l'impression d'avoir devant vous un homme qui ne ressent rien, avec un regard d'une intensité. Je veux pas employer cette expression-là, mais c'est presque ça, de tueur froid et implacable. Suite à l'interpellation des frères Jourdain, qui est relayée par la presse, les langues se délient, des gens viennent apporter leur témoignage. Dont un couple dont le témoignage va être déterminant. Ils étaient au carnaval le soir du 11 au 12 février. Ils voient 2 hommes qui leur semblent inquiétants. Un moustachu, grand, et un autre un peu plus petit, un peu plus trapu, avec des lunettes. Ils les voient observer la foule, et donc ils décident de les suivre. Ils sentent quelque chose d'inquiétant, et ils se disent « ouais, c'est bizarre, on va regarder un petit peu ce que font ces 2 hommes ». Et puis ils les voient monter dans une camionnette. Ils voient qu'ils font des navettes entre le Portel et Quimplage, jusqu'à un certain moment où ils voient des fêtards, des carnavaleux, monter à l'arrière de la camionnette. Et dans ces carnavaleux, ils expliquent qu'il y avait notamment un mousquetaire rouge. Audrey Ruffin portait un costume de mousquetaire rouge. Les frères Jourdain leur sont présentés derrière une vitre sans teint. Et ils sont formels. Jean-Michel et Jean-Louis sont ceux qui étaient les passagers de la camionnette. C'est ce qu'on recherchait depuis le début, ce que j'appelais au début le point de rupture. C'est à quel moment les 4 victimes ont été en contact avec les 2 frères. Alors Jean-Michel, il ne dit rien. Jean-Louis Jourdain, c'est un peu différent. Les collègues qui l'entendent perçoivent qu'il y a une certaine fragilité. Jean-Louis va finalement reconnaître qu'ils sont allés sur le carnaval avec son frère. Donc il y a une discussion qui s'opère avec Jean-Louis. On a vu ces croix dans le jardin, et donc ça parle religion, ça parle sépulture. Les parents des 4 filles ne savent pas où elles sont, et ils ne pourront jamais aller mettre une croix ou des fleurs sur leur tombe. Et à force de répétition, Jean-Louis devient nerveux. La digue craque, parce que c'est vraiment ça. Ça se passe presque de manière instantanée. Il y a une... Oui, elles ont droit à une sépulture décente. Et oui, du coup, je vais vous dire où elles sont. Elles sont sur la plage de Sainte-Cécile, mais de toute façon, c'est trop tard. Elles sont enterrées, et après, je ne dirai plus rien. On organise le transport pour y aller de suite. On ne discute pas dans la voiture parce que on sent à quel point tout ça est un équilibre extrêmement fragile. On tourne dans cette rue qui nous mène à une impasse qui se retrouve face à la mer. Et là, il nous dit voilà, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc on commence à marcher sur un sentier qui nous mène à des fils barbelés. On franchit ces barbelés et on arrive au-dessus d'un blocos, sur une dune qui surplombe le blocos. Et il s'arrête et il nous dit elles sont là. Et là, moi je suis assez stupéfait parce que je vois des herbes. Je me rappelle tirer sur une herbe pour voir si ça avait été replanté comme ça. Il y a des racines. Je dis bon, de toute façon il nous dit que c'est là. Les pompiers creusent, ça prend beaucoup de temps. Et à 60 cm, 70 cm, rien n'apparaît. Je commence à me dire qu'il nous a menti et qu'il a voulu gagner du temps. Et à un moment va apparaître ce petit morceau de tissu rouge qui est l'un des morceaux de costume. Donc on trouve Audrey Ruffin. Ensuite on retrouve Amélie Merlin, qui était déguisée en Pierrot. Ensuite on retrouve Peggy Merlin qui était déguisée en Marquise Bleue. Et ensuite on retrouve Isabelle Ruffin qui était déguisée en Indienne. Et elles sont tête bêche, l'une sur l'autre, 2 par 2. Et les 4 corps sont extraits les uns après les autres, avec Jean-Louis qui est là, impassible, les yeux dans le vague. Aucun remords, aucune empathie, aucune compassion, rien,
il est juste à regarder ce qui est en train de se passer. Donc on voit qu'elles ont été victimes de violences, c'est-à-dire qu'elles portent des traces de contusion au visage. Certaines portent des traces de strangulation. Audrey Ruffin porte une seule boucle d'oreille et il faudra attendre l'autopsie pour déterminer si elles ont subi des violences sexuelles. Sur la plage, on est tenu à l'écart de manière assez lointaine. Tout ce qu'on voit, c'est une rangée de gendarmes qui nous bloquent l'accès, qui est là. Par contre, là où on va tous saisir ce qui se passe et ce qui a été découvert, c'est qu'on vont arriver les corbillards. Les gendarmes et les policiers qui effectuent à l'heure actuelle donc des fouilles, des recherches cet après-midi à Sainte-Cécile viennent de localiser 4 corps. Les corbillards sont arrivés sur place. Ces corps seraient malheureusement ceux des fillettes disparues lors d'un carnaval près de Boulogne. Alors c'est assez affreux parce que Madame Lamotte et Madame Merlin devaient venir de Boulogne à mon cabinet à Lille. Et sur la route, elles apprennent à la radio que les corbillards sont sur la plage de Saint-Gabriel. Donc là, voilà, elles ont compris. C'est dans le train, j'avais Walkman, j'écoutais les informations et oui, c'est comme ça que j'ai appris que 4 cercueils sont envoyés à Sainte-Cécile. 4 cercueils avec les corps de Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle. Et c'était dur. J'ai pété un câble dans le train, ils ont dû m'isoler dans un wagon. J'étais entre le croire, pas croire, j'avais l'impression... on ne peut pas y croire, mais c'est la réalité et tu te sens abattu en fait, foudroyé en fait, c'est horrible. Je le souhaite à personne. C'était la première fois quand même qu'il m'était donné d'assister à une autopsie de 4 personnes en même temps. C'était assez choquant. Dès le départ, on a l'aspect d'une chronologie. On se rend compte qu'il y a eu une fille, celle qui était enterrée la première, qui portait un costume d'Indien, et c'est Isabelle Ruffin qui a subi moins de violences. Et les violences vont crescendo jusqu'à la pauvre Audrey Ruffin qui est enterrée la dernière. Elles sont massacrées. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont toutes les violences sexuelles possibles, imaginables, physiques ou avec objet. Et là, on plonge de plus en plus dans l'horreur, quoi. Et y compris à un tel point que vous ne pouvez pas tout raconter. C'est pas possible. Et donc, c'est assez difficile à vivre. Oui, l'autopsie révèle qu'il y a du sable et du mucus dans l'œsophage de Peggy Merlin. Là, manifestement, c'est la preuve que cette pauvre fille a été enterrée vivante. C'est une affaire... C'est pour ça que je qualifie souvent cette affaire d'hors norme. Il y a un avant et un après. J'ai jamais vu autant d'horreur. Alors qu'elles n'ont rien fait de mal, en fait, c'est ça. Elles n'ont rien fait de mal. Elles ont juste voulu s'amuser, simplement. Elles ont simplement voulu s'amuser. Et eux, c'était parti pour le mal. Il y en a qui vont pour faire s'amuser, et eux, ils étaient partis pour faire le mal. Et puis en plus, quand on sait que c'est des gens qui ont déjà commis plusieurs choses comme ça, qui sont pas à leur coup d'essai, ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal. Il y a des marches blanches qui se mettent en place spontanément et dans les rues, c'est des milliers de personnes qui descendent pour rendre hommage à Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. C'est le passé judiciaire des frères Jourdain qui a vraiment provoqué des révoltes dans la population, quoi. Jean-Michel Jourdain a un lourd passé judiciaire, puisqu'il a été condamné dès l'âge de 15 ans pour un attentat à la pudeur sur une petite fille de 12 ans. Il a aussi l'actif de son casier judiciaire le meurtre d'Anita d'Assonville. Il a été condamné à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Il a accompli 9 ans.
Voilà. Et Jean-Louis a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et il en a effectué 6. Les gens ne comprennent pas qu'ils aient été relâchés avant la fin de leur peine précédente, les gens ne comprennent pas qu'ils n'aient pas été suivis, des choses comme ça. Et le crime est tellement atroce que très vite on va entendre des appels à la peine de mort, à la liquidation. Ils ont tué quelqu'un une fois, ils peuvent le faire plusieurs fois. C'est la peine de mort. C'est contre la peine de mort. Je sais, moi je suis pour moi. Les frères Jourdain étaient totalement libres alors que l'un d'eux avait déjà commis un meurtre et l'autre un viol pour lesquels ils avaient été condamnés. Alors pour éviter ce genre de situation, on va créer un suivi socio-judiciaire pour les condamnés. Depuis 1998, le suivi socio-judiciaire permet de soumettre tout condamné pour une infraction sexuelle ou un meurtre à un certain nombre d'obligations et de mesures de contrôle. Il est prononcé pour 1 millier de personnes tous les ans. Il oblige le condamné à se soumettre sous le contrôle du juge d'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Alors, quelles mesures ? Alors, elles sont relativement nombreuses. Répondre aux convocations du juge d'application des peines ou d'un service particulier, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui assure le suivi d'un certain nombre de mesures complémentaires à simplement l'emprisonnement. Recevoir des visites, garantir une résidence stable ou prévenir des changements de résidence, prévenir des changements d'emploi, prévenir de ces mouvements quand on part en vacances ou quand on demande à partir à l'étranger, exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de délit, 20 ou 30 ans en cas de réclusion criminelle et dans certains cas, elle peut être considérée comme indéfinie, mais peut faire l'objet d'un appel au bout de 30 ans. En attendant, la colère de la population est telle que la juge d'instruction craint des représailles à l'encontre des frères Jourdain. Ce qui fait que pour effectivement entendre les frères Jourdain, à chaque fois, il faut prévoir des mesures de sécurité importantes avec gilet pare-balles, escorte, pour parer toute éventualité. Et il y a une protection d'ailleurs à ce moment-là, à la fois des frères Jourdain et de l'ensemble de la famille Jourdain qui, elle, n'est pas directement responsable de ce quadruple meurtre, et la famille Jourdain qui est placée dans différents foyers isolés et secrets. Et après leur départ, leur maison sera même incendiée volontairement. Les mois est tel que Jacques Chirac, président de la République à l'époque, prend la parole pour dire son horreur. Je suis horrifié et bouleversé. Justice sera faite. Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, sera également présent aux obsèques des 4 jeunes filles à Boulogne-sur-Mer. L'enjeu, c'est qu'on sache exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. On sait qu'elles sont montées avec eux, on sait qu'ils les ont tués, mais il s'agit de confronter les déclarations de Jean-Michel à celle de Jean-Louis et en lui apprenant qu'on a trouvé les corps. La version de Jean-Louis, qui est qu'ils les ont pris en stop, lui est à l'arrière, il a verrouillé la porte. Jean-Michel a commencé à conduire, mais il n'est pas allé comme c'était prévu avec un, il est allé bien plus loin. Et ils sont arrivés sur cet endroit. Les filles se sont un peu inquiétées, mais elles auraient suivi de manière volontaire. Elles auraient pris le chemin qu'on a emprunté, passé les barbelés, pour se rendre dans le blocos qui est situé en contrebas du lieu où on les a découverts. Une fois dans le blocos, Jean-Louis nous dit que son frère lui a demandé de garder les jeunes filles et il serait venu les chercher une par une. Et après avoir pris 3 victimes, au moment de la 4e, Jean-Louis nous dit être sorti du blocos derrière la 4e, être remonté le long du blocos, et là, avoir constaté que les 3 autres jeunes filles étaient décédées. Et là, il voit son frère qui étrangle Audrey Ruffin avec un seul bras. Et ensuite, son frère va chercher la pelle dans le fourgon. Ils creusent le trou ensemble et ils enterrent les jeunes filles. Confronté à ces déclarations, Jean-Michel dit « Oui, d'accord, effectivement, on les a prises, mais elles étaient détendues, tout se passait bien, elles étaient contentes de passer une bonne soirée. Quand on est arrivé sur la plage, on est allé au blocos. » Arrivé au blocos, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de fermer son véhicule, donc il retourne à
à son camion. Il décide de regarder la mer en fumant une cigarette et il reste un petit peu dehors comme ça. Il sait plus trop combien de temps, une demi-heure, une heure. Et puis après, il retourne au blocos et là, il constate que son frère a tué les quatre jeunes filles. Et à la fin de sa version des faits, il va nous dire « c'est ma version et c'est terminé. Je n'aurai plus rien de moi. » Ils s'accusent mutuellement, c'est leur mode de défense en fait, pour dire bon bah effectivement oui, ça nous accuse, mais moi j'ai rien fait. C'est mon frère, c'est pas moi, c'est mon frère. Et ils vont maintenir ce cap pendant toute la durée de l'information. Les proches, les familles et forcément les deux mamans, Laure Lamotte et Marie-Josée Merlin, espèrent que le procès va leur permettre de découvrir la vérité. On était assis devant, j'étais avec Mme Lamotte, ma mère. Et on est là, assis, et on regarde tout l'ampleur du procès que ça prend. C'est... Mais Mme Lamotte et Mme Merlin vont voir pour la première fois les frères Jourdain. C'est un moment d'effroi. Le premier moment le plus intense, c'est l'entrée des frères Jourdain dans cette salle, quoi. C'est là que tout le monde voit apparaître ces masses. À l'instant où ils pénètrent dans le box, il y a un murmure d'effroi dans la salle. Et je me souviens de Mme Lamotte et Mme Merlin qui font... C'est comme si tout le monde était frappé d'une certaine manière de stupeur, en se disant, bah voilà, c'est eux qui ont été capables de faire ça. On sentait une espèce de, je vous dis, une oppression, une espèce même de sourde menace. Ouais. Et Jean-Michel, lui, qui va balayer la salle d'audience d'un regard circulaire noir, comme ça. Regardez, même ma mère et Mme Lamotte, un regard même méchant, arrogant et froid. Puis t'es fier en plus, fier. Et moi, je suis en face, en plus. Et je me suis dit, mais les pauvres. Et là, tout le monde pense à la même chose, quoi. Et on voit leurs mains gigantesques et on se dit, waouh. On préfère pas y penser, quoi. Ma mère, oui, elle me serrait très fort la main. Elle voulait même pas le regarder parce que à travers son regard, ce qu'elle m'a dit, c'est... Et c'est vrai, à travers le regard, on s'imagine... C'est le dernier regard que mes frères ont vu et... Ah ouais, on s'imagine, quoi. Mais non, mais il est resté comme ça. Comme si, pour lui, c'était pas normal, mais sauf imperturbable. Elles savent que ça a été abominable, elles savent que ça a été atroce. Elles savent que leurs gamines ont souffert le martyre. Les viols ont été terribles. Elles savent tout ça. Mais elles préfèrent savoir que d'imaginer. Donc elles espèrent que ces deux accusés vont avoir un éclair d'humanité et dire un peu les choses et prendre leur responsabilité. L'idée, c'est d'amener les jurés à une forme de vérité, la vérité judiciaire, et à les conduire en les tenant par la main jusqu'au moment où ils vont décider. Et moi, je me dis, à un moment donné, quand on entend tout le temps Jean-Michel et puis Jean-Louis raconter que c'est l'un qui l'a fait et c'est pas l'autre, qui était en voiture et tout était dans le blocos, je me suis dit, il faut qu'on aille sur place. Et je donc décide de demander à la présidente de la cour d'assises de nous rendre sur place le lendemain avec tous les jurés, les experts, les fonctionnaires de police qui ont découvert les corps. Alors la plage, effectivement, il y a des rochers, il y a ce bunker, et puis il y a des barbelés un peu partout. Parce que justement, le bunker est sécurisé, en fait, pour que les gens n'y aillent pas, parce que c'est dangereux, parce que ça peut s'effondrer. Il faut automatiquement traverser des barbelés. En plus, les vêtements ne sont pas déchirés, ils sont impeccables. Et je vous rappelle qu'il fait nuit, qu'il y a du vent, que la mer est presque la lisière de ce rouleau de barbelés, donc la thèse ne tient pas. On sait qu'il y a eu agression sexuelle et que le blocos est complètement rempli de sable et que dans les vêtements et les sous-vêtements, il n'y a pas un grain de sable. C'est absolument inconcevable qu'elles aient pu être agressées sexuellement dans le blocos qui est rempli de sable. La seule thèse qui tient, eh bien, c'est qu'elles ont été violées et tuées dans un endroit à l'abri où personne ne pouvait les voir et où il n'y avait pas de sable. Alors qu'est-ce qui reste? C'est le fourgon, bien sûr. C'est le fourgon. Ce qui laisse supposer effectivement que ça
Ça s'est passé à l'intérieur du fourgon. C'est le fait qu'on trouve la boue d'oreille d'Audrey Ruffin avec le fermoir cassé à l'intérieur du fourgon. Donc elle a dû s'arracher à un moment ou un autre lors de coups qui ont été portés à Audrey. Ce soir-là, ils étaient en chasse. Finalement, on va démontrer qu'ils ont acheté le camion comme un braqueur achèterait une arme. On peut penser que tout a été prémédité. La fermeture à l'intérieur, c'est trafiqué, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on ne peut pas sortir. Et il y a un certain nombre de témoins qui vont être pris en stop par les frères Jourdain cette nuit-là et qui vont tous expliquer que pour sortir, ils n'y arrivaient pas et que Jean-Louis sortait et leur ouvrait par derrière. Donc on sait que la camionnette a été trafiquée pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'intérieur. Il y a quelque chose de plus troublant encore. C'est que 2 jours avant l'enlèvement des 4 jeunes filles au Portel, on va les retrouver à Berck-sur-Mer, qui est quand même à une cinquantaine de kilomètres de leur lieu de résidence. Sur le front de mer, vous avez des cabines téléphoniques. Et dans une de ces cabines, il y a une jeune femme qui téléphone. Et elle voit à un moment donné, cette espèce de fourgonnette qui arrive, qui ralentit, la porte s'ouvre, et il y a Jean-Louis Jourdain qui la regarde. Et là, elle comprend que c'est pas normal. Elle va raccrocher, et puis elle a un de ses amis qui est à 50 mètres dans une autre cabine. Elle va aller vers lui aussitôt en pressant le pas, et là, elle voit que la camionnette démarre et la suit. Donc, elle accélère le pas, elle a même dû courir pour les dernières enjambées. Son ami la voit, donc il sort de la cabine. Et à ce moment-là, la porte se referme de la fourgonnette, et la voiture démarre en trombe, la fourgonnette démarre en trombe. Donc, 2 jours avant, ils étaient déjà en chasse. Des prédateurs qui avaient tout prévu, y compris la pelle dans le camion, pour les enterrer. Mais la scène qui s'est déroulée dans la camionnette a dû être d'une violence terrible. Mais ils en diront moins que les constatations médico-légistes qui ont donné le maximum de détails qu'on pouvait avoir sur la manière dont elles sont mortes. Et par exemple, le fait qu'on ait retrouvé sous les ongles de l'une l'ADN de sa sœur, à qui elle s'est agrippée. C'est vous qui imaginez la scène à partir d'éléments comme cela. Mais la scène, vous ne la saurez jamais, parce que les frères Jourdain ne la donneront pas, ne diront rien. Les 2 frères, ces 2 inséparables, ceux que j'ai fait qualifier les siamois de l'horreur, en fait, ils sont liés par le crime qu'ils commettent. Et je vais donc réclamer la peine maximale, qui est en fait la réclusion criminelle à perpétuité. Je pense que quand on est face à des individus de cette nature, on n'est plus du tout dans les fantasmes de réhabilitation ou de resocialisation. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se dire il ne faut pas qu'ils sortent. Il ne faut pas qu'ils sortent. Finalement, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain seront condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté pour Jean-Michel, soit le maximum à l'époque, et 20 ans de peine de sûreté pour Jean-Louis Jourdain. 2 petites années qui étaient un peu, à mon avis, dues au fait que c'était grâce à lui, entre guillemets, qu'on avait retrouvé les corps des 4 jeunes filles. Parce que si Jean-Louis n'avait pas parlé, je pense qu'on les aurait jamais retrouvées. Ça ne me ramènera pas mes filles, mais au moins on sait qu'il y en a 2 qui feront plus de mal à personne. Au moins de ce côté-là, on est soulagés. Jean-Louis Jourdain, très malade, est mort en prison en 2019. Son frère Jean-Michel, 61 ans, est toujours incarcéré à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le centre pénitentiaire qui regroupe certains des détenus les plus dangereux de France.